liée à la mort. De toutes les façons, le mot cancer n'est pas prononcé par tout le monde quand il s'agit de parler de cette maladie. Ils disent هذاك المرض. Donc c'est pour éviter tellement la connotation elle est négative, donc ils essayent d'éviter. Vous n'avez pas de cours? J'ai pas compris votre question, monsieur. Le cours, c'est quoi le cours? Vous l'avez pas? Bon, donc, juste la difficulté réside même dans la prononciation du mot cancer. Hein. Donc, tous ces paramètres nous donnent un petit peu des indices concernant l'aspect ou toutes les représentations sociales qui tournent autour de cette maladie. Donc, quand nous disons représentation sociale, ce sont les idées et les pensées que nous avons au sujet d'un élément ou de quelque chose, ici la maladie, et qui vont conditionner aussi nos émotions et nos comportements. Donc, ça c'est un élément sociétal et qui concerne aussi le patient. Donc, l'annonce de la maladie du cancer, elle peut souvent elle induit des bouleversements chez le patient à travers une angoisse très très importante, parfois un traumatisme. Donc, à travers cette situation-là, c'est-à-dire l'annonce de la maladie, l'équilibre psychologique antérieur, il est rompu. Nous avons parlé de l'équilibre psychologique de la personne qui est relatif, et c'est la personnalité avec sa structure, ses caractéristiques, etc., qui permet à chaque individu de s'adapter aux aléas de la vie, aux difficultés, aux événements, etc., pour maintenir cet équilibre relatif. Et donc, à partir du moment où l'annonce du cancer est faite, l'équilibre antérieur ou les assises sur lesquelles la personne s'appuyait vont être déstabilisées. Bien sûr, ici intervient l'élément de différence entre les personnalités et qui peut être, le déséquilibre peut être momentané, léger chez une personne, comme il peut être très important, voire déstabilisant totalement la personne. Donc, nous avons parlé de traumatisme. Ici, donc, nous devons prendre en considération le vide du individu. Veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. Alors, donc c'est les réactions psychologiques, le titre du cours, c'est les réactions psychologiques du patient face au cancer, et la deuxième partie, c'est l'accompagnement psychologique du mourant. Je croyais que je vous avais déjà donné les titres du cours. Donc, face à la maladie grave, le patient pourrait avoir sa vie bouleversée, donc du fait que l'équilibre antérieur est rompu. Et toutes les certitudes sur lesquelles reposait sa vie vont être remises en question. Donc, nous avons des certitudes, nous fonctionnons avec ces certitudes-là et des pensées, des idées. À partir du moment où l'annonce de la maladie est faite, donc, il y a un problème de remise en question de tous ces éléments qui représentaient une base pour cette personne. Donc, voilà le titre du cours. Réaction psychologique au cancer, donc ça c'est la première partie. Alors, que se passe-t-il entre le patient, chez le patient quand nous annonçons une maladie grave? Donc, pour revenir à la question qui m'a été posée hier par l'un d'entre vous, quelle est la meilleure façon d'annoncer une mauvaise nouvelle, une maladie grave? Donc, Molly Massol, qui a beaucoup travaillé sur l'accompagnement des personnes avec maladie grave, condamnées, etc., dit qu'il n'y a pas de bonne façon d'annoncer une mauvaise nouvelle. Mais il faut faire en sorte que la nôtre soit moins dévastatrice que d'autres, la moins dévastatrice possible. C'est-à-dire qu'elle prend en considération le patient
et ses réactions émotionnelles, son vécu, son déséquilibre, ses défenses, etc., etc. Donc, il faudrait qu'elle se fasse avec des règles bien définies. Maintenant, c'est avec l'expérience que l'annonce de la maladie devient un peu plus, disons, que le soignant, le médecin devient beaucoup plus peut-être plus à l'aise, si on veut, pas tout à fait à l'aise, mais moins que les premières fois. Donc, il comprend ce qui se passe dans la psyché du patient, et donc il pourrait travailler avec cela. Maintenant, des recettes toutes faites, ça n'existe pas. Donc, quand l'annonce elle est faite, il y a une des certitudes, c'est le sentiment de toute puissance. Donc, quand nous sortons le matin, quand nous nous réveillons, nous entamons notre journée avec l'envie de faire plein de choses. Donc, nous ne sortons pas avec la peur qu'il nous arrive quelque chose. Ça, c'est une des certitudes. Nous ne nous réveillons pas avec l'idée que nous allons mourir aujourd'hui. Nous n'avons pas cela. Pourquoi? Parce que c'est refoulé. L'idée de la mort, même si nous la connaissons, nous en parlons dans notre discussion, tout le monde va mourir un jour, etc. Mais profondément, elle est refoulée. Donc, c'est une des certitudes un petit peu qui va être bouleversée, que la personne malade va voir sa mort devant lui. Et donc, le fait qu'il y ait cet élément qui fait surface et qu'il sente que sa mort est imminente, il va redécouvrir le sentiment de sa propre mortalité et donc la fragilité de son corps, que ce n'est pas un corps qui peut le mener là où il veut, ce n'est pas un corps qui va porter ses projets et ses ambitions, mais c'est un corps qui est en finitude et qui est en train de dépérir, qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Donc ça va ébranler ce sentiment de toute puissance et ça va déstabiliser profondément l'image que la personne a d'elle-même. Le deuxième élément qui va être mis en question, c'est le narcissisme. Le narcissisme, c'est l'amour de soi. À petite dose, il est important parce que ça permet d'avoir une bonne image de soi-même et d'avoir confiance en soi-même, d'envisager la vie, d'avoir des ambitions et de pouvoir entrer en contact avec les autres de manière aisée. À forte dose, donc c'est une pathologie du narcissisme, c'est des personnes qui ont trop d'amour pour elles-mêmes au point d'éliminer l'autre de leur existence. Donc l'autre n'a plus de place. Chez le malade à qui on annonce une mauvaise nouvelle, c'est une atteinte narcissique. Donc c'est une atteinte de l'image de soi, c'est une atteinte de l'image du corps, que c'est un corps sur lequel on ne peut pas compter. Et donc, une difficulté à accepter ce nouveau corps et accepter cette incapacité, disons, du moment, qui va mener soit, disons, à la mutilation, une intervention chirurgicale lourde, à un handicap ou à la mort. Donc, quand l'image de soi elle est ébranlée, beaucoup de paramètres vont être touchés, notamment la confiance que la personne a vis-à-vis d'elle-même et la capacité à avoir un contact équilibré avec les autres. Et troisième élément en jeu, l'équilibre psychologique antérieur. Donc, quand toutes les certitudes sont remises en question, l'équilibre psychologique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui consiste en la capacité à s'adapter aux difficultés de la vie, va être rompu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les défenses qu'on utilisait jusque-là pour s'adapter aux difficultés quotidiennes vont être remises en question parce que l'événement, il est beaucoup plus important que ce qu'on avait l'habitude de vivre. C'est quelque chose qu'on n'a pas connu. Donc, c'est nouveau. Et donc, maintenant, disons, c'est une mise à l'épreuve de la capacité d'adaptation à travers une mobilisation de nouvelles défenses. Après, ces nouvelles défenses, est-ce qu'elles vont jouer le jeu? Est-ce qu'elles vont être opérantes? Pas opérantes? Tout dépend de la personne et du déroulement de cette annonce et du suivi qui va être fait. Donc, pourquoi ces mécanismes vont être, disons, interrogés et remis en question, et il y aura d'autres mécanismes qui vont apparaître parce que l'angoisse, elle est trop importante.
elle est tellement importante qu'elle va, disons, pousser la personne à chercher d'autres moyens pour garder son équilibre face à tous ces changements-là. Alors, un autre élément qui va se passer, donc, ce qui est en train de se passer là, c'est un mélange de changements et de sentiments qui concernent ce déséquilibre-là. D'accord? Donc, ce ne sont pas des étapes, c'est des sentiments mélangés que la personne malade vit du fait de cette déstabilisation qui est liée à l'annonce de la maladie. Alors, donc, voilà ce qui se passe quand la personne elle est dévastée par cette mauvaise nouvelle. Ces trois éléments qui changent, donc qui n'existaient pas ou existaient peu peut-être avant, mais que cette annonce-là va complètement remettre en question. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a un nouvel équilibre à trouver, un nouvel équilibre à chercher, mais qui n'est pas facile à trouver du jour au lendemain. Donc, il y a un certain nombre d'étapes qui vont se passer, certains symptômes qui vont apparaître chez la personne et qui reflètent ce qui se passe à l'intérieur comme changement et comme bouleversement. Donc, ce que vous pouvez voir chez un patient comme comportement, comme attitude, etc., cache un bouleversement de cet ordre-là, de remise en question de la toute-puissance, d'atteinte de narcissisme, de fragilité narcissique et de déséquilibre antérieur et changement des mécanismes de défense. Donc, quand il y a atteinte d'une maladie grave, l'annonce, pour revenir un peu au sujet de l'annonce que nous avons abordé hier, elle est très très importante à prendre en considération. La façon de faire cette annonce-là, elle va être déterminante dans l'information qui va être perçue chez le patient. Donc, nous avons dit que ce n'était pas suffisant de lancer l'information, mais de s'assurer que le patient a bien perçu les éléments importants, qu'il n'y a pas eu, disons, incompréhension, qu'il n'y a pas eu interprétation, etc., etc. Donc, l'information donnée ou l'annonce de la maladie grave, c'est une partie intégrante du soin. Donc, le soignant ne devrait fuir ou ne devrait décharger à quelqu'un d'autre. Elle fait partie du soin, donc il examine, il diagnostique, et c'est important que ce soit lui qui annonce la maladie pour pouvoir répondre et donner tous les éclairages au patient dont il a besoin. Donc, l'évolution de la maladie, la gravité, les schémas thérapeutiques proposés, etc., etc., etc. Donc, je vais vous donner la citation de Mollet Massol, dont je vous ai parlé, Massol, pardon, et qui a beaucoup accompagné les patients en fin de vie. Et donc, qu'est-ce que ça dit? L'annonce, elle devrait prendre en considération certains paramètres. Donc, l'annonce devrait solliciter la coopération du patient pour qu'il devienne partenaire du soin. On ne lui donne pas l'information, elle n'est pas à sens unique, on donne l'information et on part et on croit qu'on a fait l'annonce, non. C'est une entrevue à laquelle le soignant devrait accorder un espace-temps et donc du temps, pas en quelques minutes, pas dans un couloir, pas à la fin, à la sortie par exemple du travail. C'est une entrevue à part entière, donc c'est un temps consacré, c'est une information claire et c'est une réponse à la demande du malade. Donc nous avons dit que chaque malade est différent d'un autre et donc l'un peut demander beaucoup d'informations, l'autre au contraire peut demander peu d'informations. Et donc, elle doit être adaptée à la demande du malade et à ses ressources. Donc, ses capacités de compréhension, ses capacités d'assimilation et d'acceptation, etc., etc. Donc, l'annonce, elle devrait être dans un juste milieu, ni taire l'information complètement, ni tout dire d'un coup. Donc, c'est juste un juste milieu à trouver entre une information à donner,
mais tout en respectant la capacité du patient à comprendre, la capacité du patient à accepter dans ce moment-là T1. Après, on pourrait aller plus loin dans l'annonce, dans un temps T2 et T3, etc., pour respecter l'évolution et la capacité du patient à accepter et être disposé à assimiler tous ces détails-là et toutes ces informations-là, et qui sont variables d'un patient à un autre. Et donc, le médecin a l'obligation d'informer, mais le malade a le droit d'ignorer. C'est ce qu'il faudrait se mettre dans la tête. Après, il ne faudrait pas aussi jouer sur ce droit d'ignorer l'information et se dire il n'a pas envie de savoir, je vais rien lui dire. Ça ne se passe pas comme ça. Nous allons le voir plus tard comment ce juste milieu devrait être retrouvé. Donc, nécessité de consacrer une entrevue pour l'annonce, un espace son, une écoute, une information claire, des informations ou des réponses adaptées au patient et sa capacité de comprendre et d'assimilation. Donner l'espoir, mais rester réaliste. Il ne s'agit pas de donner de faux espoirs, mais il ne s'agit pas non plus de ne pas ouvrir cette possibilité d'espoir. Donc, et solliciter l'engagement du patient, donc dans la prise en charge. C'est-à-dire, ce n'est pas le médecin qui fait tout, c'est le patient qui va coopérer et collaborer dans cette prise en charge. Mais surtout, l'élément le plus important qui est demandé par tous les patients, c'est le respect et le ressenti empathique. C'est-à-dire, on ne donne pas une information technique, scientifique, mais il faudra être disposé à écouter, à voir l'émotion du patient et à chercher son ressenti, qu'est-ce qu'il ressent. Et empathique, être empathique, c'est-à-dire la capacité à se mettre à sa place et ressentir ce qu'il ressent. Ce n'est pas une prise en charge psychologique, mais là, non, c'est un moment important qui pourrait faciliter chez le patient la capacité à s'engager dans la prise en charge, s'il sent qu'il a été respecté et écouté et qu'on s'est mis à sa place et on comprend ce qu'il ressent, il pourrait avoir ces éléments positifs qui peuvent le laisser ou le pousser à s'engager dans la prise en charge. S'il n'a pas eu cela, il n'a eu qu'une information technique, ça va le couper, ça va lui enlever cet espoir et ça va le démoraliser encore plus et il pourrait risquer de couper la relation avec le soignant et donc de ne pas s'engager dans sa prise en charge médicale. Donc, qu'est-ce qui se passe? En gros, j'ai pris que les grandes étapes ou ce qui se passe après l'annonce de la maladie. Donc, il y a un mouvement psychologique et un changement psychologique chez le patient que le soignant devra prendre en considération et repérer. Donc, repérer à quel moment nous sommes, dans quelle phase. Donc, après l'annonce de la maladie, le patient va passer par plusieurs étapes et ces étapes-là vont durer quelques semaines. Il n'y a pas de durée exacte de telle ou telle étape. Chaque personne est différente d'une autre et le processus par lequel elle passe, il peut être différent. Elle peut sauter une étape, elle peut prolonger une étape par rapport à une autre, etc. Donc, à charge aux soignants d'observer ce déroulement et pour comprendre ce qui se passe dans l'attitude du patient et s'y adapter. Donc, après l'annonce, on est dans une phase de choc. Donc, il y a une sidération importante. La personne, nous avons dit tout à l'heure, il y a une idée de toute puissance. Donc, personne ne s'attend à ce qu'il puisse tomber malade, avoir un cancer un jour. Donc, elle est tellement sidérée qu'elle n'arrive pas à prendre des décisions. Donc, dans cette phase-là, il faudra aussi respecter et laisser le temps au patient de prendre un petit peu de temps pour assimiler l'information. C'est une information qui va bouleverser le fonctionnement de la personne et donc elle sera incapable ni de prendre des décisions, ni de réfléchir, ni rien du tout. Donc, lui laisser un petit peu de temps pour pouvoir digérer ce tremplin d'informations. Après cette phase-là de choc, le patient va rentrer dans la phase de déni. Donc, il va dénier. Donc, l'annonce n'existe pas.
la négation des faits. Pour lui, il n'est pas malade. Je ne peux pas être malade. Et donc, nous pouvons observer dans cette phase de déni la non-adhésion aux directives du soignant, à ses prescriptions, etc. Il continue à vivre normalement comme si la chose n'existait pas. L'attitude à prendre, c'est aussi le respect de cette phase. Pourquoi? Parce que le déni, il faut savoir que c'est la façon la plus salutaire. Donc, c'est tout ce qui reste aux patients pour tenir le coup et faire face à ce choc et à ce traumatisme. Si l'entourage ou le soignant va forcer les mécanismes et il va affronter le patient en lui disant « ce n'est pas normal ce que vous faites, il ne faut pas dénier, c'est la réalité, vous êtes malade, ce qui va risquer de se passer, c'est une régression importante du malade. Donc, quand il y a régression, donc il y a une capacité à se prendre en charge, ou bien le déplacement du problème vers une autre situation, et donc s'éloigner de la maladie, du milieu hospitalier, etc., etc. Le déni aussi, ça se respecte. Il faut comprendre que c'est sa façon de faire face. Il ne faudrait pas l'affronter. Par contre, il ne faudrait pas aussi laisser le patient à ce refus ou à cette ignorance de la maladie parce qu'il devrait être pris en charge. Donc, il faudrait trouver un autre moyen pour inviter le patient, le ramener et essayer de discuter avec lui sur la nécessité de faire des examens, la nécessité d'explorer, parce que le déni va ouvrir la porte. Il ne va pas durer longtemps. Par contre, il va ouvrir la porte à d'autres étapes. Donc, il ne faudrait pas perdre le patient dans cette phase-là. Va suivre après la révolte, la colère et le marchandage. Donc, j'ai rétréci un peu cette phase-là parce qu'elle peut être fractionnée en deux. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que après le déni, donc un début d'acceptation, une toute petite acceptation. Donc, la chose, elle est réelle. Par contre, elle n'est pas acceptée. Donc, il est en colère contre tout le monde, contre les soignants, il est en colère contre la vie, il est en colère contre Dieu, contre sa famille, contre lui-même. Et donc, on pourrait voir un petit peu qu'il est en train de blâmer les autres, il peut être agressif vis-à-vis de l'entourage. Les soignants n'acceptent pas généralement cette agressivité du patient, mais c'est sa façon à lui d'exprimer ce qui se passe. Parce que c'est un tout début, il envisage un petit peu la réalité de la situation. Et donc, comment il va marchander? Il va essayer de négocier comment faire, s'il pouvait inverser la situation, s'il pouvait faire en sorte que la situation n'existait pas. Et là, il y a beaucoup de moyens qu'il peut utiliser pour faire face. Donc, cette phase-là, il faudra aussi être compréhensif et respectueux, que c'est une façon de gérer le problème, le choc de l'information. Il est extériorisé. Donc, au lieu qu'il soit dénié, au lieu qu'il soit intériorisé parce qu'il n'a pas encore la capacité de le gérer dans la tête, il va l'extérioriser. Et donc, ce sera criard et ça sera beaucoup de conflits avec l'entourage. Il faudra accepter, il faudra lui montrer que l'entourage le comprend, que les soignants le comprennent, que c'est une situation difficile, mais qu'il faudra entamer quelque chose et essayer de faire face avec les moyens proposés. Donc ça, c'est censé rassurer le patient au lieu de rentrer dans le jeu de sa colère et de son agressivité. Et donc, après cette révolte et cette colère, va suivre une phase de dépression et donc et de culpabilité. Donc, ça veut dire qu'il est dans un processus d'acceptation, un petit peu, à condition que la dépression ne soit pas trop profonde, qu'elle ne le paralyse pas et qu'il ne se laisse pas mourir. Donc, il y a deux formes de dépression. Elle peut être légère, qui consiste en la prise en considération de la réalité de la maladie. Elle est là. J'ai été puni, j'ai fait une faute. Il se replie, il vit un désespoir, etc. Ça ne fait rien. C'est un début. Ça veut dire qu'il y a un travail psychique, il y a un traitement
de ce choc-là au niveau de son appareil psychique, au niveau de sa psyché, et que c'est un bon signe. Mais l'autre versant qui est pathologique et qui est problématique, c'est se laisser mourir. Se replier, se laisser mourir, ça veut dire que l'entourage devrait tout faire pour ne pas laisser le patient se laisser aller et essayer d'être là, d'être présent, lui montrer qu'il est soutenu et lui montrer que c'est important de faire face et que c'était important de lutter avec les différents moyens proposés par le médecin. Quand le processus se passe bien et que on est dans, disons, une résolution ou une progression positive et favorable disons, de l'annonce de la maladie, de l'acceptation de la maladie, nous entamons une phase où le patient va entamer une phase, disons, positive, et donc il va adhérer, il va accepter la maladie, qu'elle est là, et il va adhérer aux prescriptions médicales. Donc il est là, il est positif, il vient à ses rendez-vous, etc. Donc, en gros, voilà, résumer les phases importantes par lesquelles passe le patient entre la phase d'annonce de la maladie jusqu'à l'acceptation ou, au pire des cas, dans les cas les plus défavorables, vers la dépression et le repli et le refus de la prise en charge. Donc, nous continuons avec ce qui se passe dans... Donc, nous avons dit dans le cas d'un bon cheminement du processus, donc quand je dis processus du deuil, c'est le deuil de la santé. Parce que quand le patient il apprend qu'il est malade, qu'il a une maladie grave, qu'il a un cancer, il va faire le deuil de sa santé. Et donc, pour accepter qu'il n'a plus le corps d'avant, il n'a plus les capacités d'avant, et donc c'est un processus de deuil que nous allons revoir dans le détail plus bas, qui va se faire chez le patient, ce qui équivaut à ce que l'environnement, famille, soignants prennent en considération ces étapes-là pour comprendre que les réactions que nous voyons de l'extérieur ne sont que le reflet chez ce patient-là de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, ils sont tous différents. Et de un, et de deux, il n'y a pas de temps, de timing, il n'est pas fixe. Chaque personne, donc ça devrait se passer de quelques semaines à quelques mois. D'accord? Après un timing bien précis, la durée, elle n'a pas été arrêtée vu les différences individuelles et la personnalité, les caractéristiques de la personnalité de chacun. Donc c'est toute la différence qui va faire en sorte que ça soit un processus favorable qui va pas durer longtemps ou que ça soit un processus qui va durer trop longtemps et un processus défavorable. Après, c'est un processus qui est normal et naturel. C'est important que la personne passe par là. Autrement, si nous voyons qu'un patient ne passe pas par ces étapes-là et qu'il s'engage directement, ouvertement sur l'acceptation de la maladie, il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un forcing psychique à l'intérieur chez ce patient-là, qu'il fait tout pour ne pas reconnaître sa souffrance, qu'il fait tout pour ne pas reconnaître qu'il est fragile et que ça pourrait déboucher plus tard sur un problème. Donc après, il faut pas forcer non plus, on avait dit, il faut respecter, chacun a ses méthodes, chacun a ses moyens psychiques, chacun il a ses ressources, nous observons, nous écoutons et nous respectons. Ça c'est le plus important. L'essentiel c'est une bonne prise en charge de la maladie avec les caractéristiques de cette personne-là. Donc j'ai dit que le processus n'est pas uniforme. Le patient peut sauter une phase, il peut prolonger une autre phase, s'enfermer dans une dépression, tenir le coup et rebondir et se laisser prendre en charge. Les répercussions psychologiques du cancer chez le patient. Le titre n'est pas très bien écrit. Donc, c'est les répercussions psychologiques du cancer chez le patient. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'éléments psychologiques qui peuvent exister chez l'un ou chez l'autre. Là aussi, les différences individuelles et les caractéristiques de la personnalité. En gros, ce qu'on peut observer, l'anxiété. L'anxiété, elle est disons, elle est très fréquente
parce que c'est une situation qui fait peur, c'est une situation qui n'est pas maîtrisée, et donc elle a un rapport avec la maladie, son traitement, la peur de la chute, la peur que le corps change, la peur d'être isolé, la peur de perdre beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments qui pivotent autour de cette maladie, parce qu'il y a beaucoup de changements qui doivent être faits. Et réfléchir à tous ces éléments-là va plonger le patient dans un état d'anxiété plus ou moins important selon le cas. Et donc cette anxiété-là, elle pourrait compliquer, elle est normale, mais quand elle est trop intense, elle pourrait compliquer la prise en charge du patient, la prise en charge de sa maladie. Alors, c'est pour ça qu'il faudra écouter, qu'il faudra voir comment il ressent les choses, lui donner la possibilité de parler, de verbaliser, pour évaluer un petit peu l'intensité de cette anxiété. Est-ce qu'il peut la supporter? Est-ce qu'il peut faire face avec ses moyens actuels? Ou est-ce qu'elle va compliquer sa situation et donc le recours à des anxiolytiques pourrait être indiqué? D'accord? Donc une phase d'évaluation qui est très importante par le médecin. La dépression, aussi fréquente que l'anxiété, d'accord? La dépression, donc déprimer, se sentir triste, avoir du désespoir, culpabiliser, tous ces éléments-là. Elle peut être légère, donc à travers un trouble du sommeil, une baisse d'appétit, un repli, un trouble dans les relations avec les autres, par exemple avec l'entourage, la personne parle moins, elle s'intéresse moins à tout ce qu'elle faisait avant, etc. Comme elle peut être très importante avec une détresse et une tristesse importante qui pourrait entraver aussi la prise en charge du patient. Et donc là aussi, dans ce cas-là, si le médecin juge que les éléments dépressifs sont très importants, donc là, le recours à une médication est indiqué pour aider la personne à rebondir. Autrement, elle ne pourrait pas collaborer à la prise en charge. Un autre élément qui est observé chez le patient face au cancer, c'est la régression. Et donc, la régression, elle est importante. Quand la personne est malade, généralement, elle régresse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste au lit, elle se prend en charge, elle laisse les autres la prendre en charge. Donc, elle a des envies, elle a des désirs, elle se laisse dorloter, etc. Ça, c'est dans les régressions normales que nous faisons à chaque fois que nous sommes malades. La régression, dans le cas du cancer, elle peut être très importante. Régresser, c'est revenir à une phase antérieure. Et donc, la personne pourrait carrément se laisser prendre en charge par quelqu'un d'autre. Par exemple, ne pas manger, un problème avec la propreté, elle se nettoie pas et elle laisse tout à la prise en charge de quelqu'un de l'entourage. Carrément, elle devient dépendante de quelqu'un d'autre qui va la prendre en charge. Et donc, même si la régression, elle est normale dans le processus thérapeutique, elle devrait être limitée. Si elle est trop importante, ça veut dire elle n'a pas la capacité, ou le malade n'a pas la capacité d'adhérer et d'avoir cette petite volonté d'adhérer à la prise en charge. Donc, elle devrait être juste moyenne, assez de régression pour se laisser prendre en charge par le médecin et le corps soignant et la famille, etc. Mais pas trop, pour ne pas tomber dans la dépendance totale, parce que la collaboration à la prise en charge, elle est très importante. Alors, comment reprendre une vie normale après un cancer? Je ne sais pas comment, si on peut reprendre une vie normale après un cancer, je ne sais pas. Ce qui est d'abord nécessaire, c'est de traverser la phase de la prise en charge avec courage et avec espoir. Ça, c'est important. Après, c'est jamais la même personne. Ça veut dire qu'il y a adaptation à la nouvelle situation. C'est ça la reprise d'une vie normale. Avec le problème que la personne a, avec son cancer, qui est en rémission, qui va mieux, etc., elle devrait reprendre goût à la vie, reprendre des choses qui l'intéressent et
reprendre des projets de la vie. Elle n'est jamais pareille à avant. C'est une personne qui a fait un cancer, mais qui continue à envisager la vie. Je pense que c'est ça la chose la plus importante. Après, concernant le narcissisme, donc nous avons parlé du narcissisme plus haut, et donc les réactions ou bien les atteintes narcissiques aussi, l'atteinte à l'image de soi, l'atteinte à l'image du corps, l'atteinte à sa capacité, l'atteinte à ses possibilités d'aller vers ses projets, de réaliser des choses, etc. Et aussi ici, c'est relatif d'une personne à une autre. Une personne avec un bon narcissisme, donc assez de confiance en elle-même et assez de force, va faire face plus facilement qu'une personne qui est plus fragile, qui n'a pas confiance en elle-même, qui a une image un petit peu altérée d'elle-même, ou bien dans l'autre versant aussi, une personne qui a trop d'amour pour elle-même et qui est dans l'idéalisation d'elle-même. Donc une atteinte avec le cancer est susceptible de la casser et elle pourrait s'effondrer. Donc ici intervient l'élément personnalité. C'est très important de voir un peu la personnalité du patient, comment elle est, pour comprendre l'intensité des réactions chez telle ou telle personne. Donc l'idéal, c'est l'équilibre, le juste équilibre, une bonne image de soi, une bonne image de ses capacités, de bonnes défenses qui permettent de s'adapter au cours de la vie, ni trop peu d'amour pour soi, qui risque de la faire douter de sa possibilité à affronter, ni trop d'amour pour soi qui risque de faire effondrer l'image idéalisée que le patient avait de lui jusque-là. Alors, je vois les questions au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des sociétés d'aide psychique que risque le patient s'il ne passe pas les étapes normales après l'annonce de la maladie? Est-ce que les enfants s'adaptent mieux à la maladie que les grands ou bien le contraire et pourquoi? Donc, la prise en charge psychologique, il y a des associations donc, qui s'occupent. Nous l'avons vu hier dans l'annonce de la maladie. Donc, c'était important pour le médecin, quand il fait une annonce, de prendre le temps d'écouter et de soutenir son patient parce qu'ils vont entamer le chemin de la prise en charge ensemble, mais aussi il pourrait avoir recours il pourrait orienter, donc c'est le suivi de l'annonce, orienter le patient vers tout ce qui est association de malades cancéreux, etc. Et se retrouver dans une association où la problématique elle est partagée, permet d'envisager d'autres façons de faire, donc voir d'autres malades qui sont passés par la même situation, ils peuvent échanger et parler de leur vécu ensemble. Et de un. De deux, quand il y a nécessité de prise en charge psychologique, le patient, il est envoyé ou bien orienté chez un psychologue pour une prise en charge, une psychothérapie de soutien, juste le soutenir pour l'aider, renforcer ses capacités d'adaptation et d'acceptation de la maladie. Après, oui, quand le deuil ne se passe pas bien, il y a problème. Ça pourrait ressurgir plus tard à travers des problèmes psychologiques. Je vous ai dit, pas de forcing. Donc, observer, mais aider. C'est-à-dire c'est important que le patient, il ne peut pas être trop fort et hyper courageux et il a toutes les capacités et accepter d'un coup. Donc, une psychothérapie de soutien, les groupes où il y a des malades qui vivent la même chose pourraient aider à faire émerger les émotions qui peuvent être réprimées. Donc, réprimer son émotion, ne pas la reconnaître, ne pas accepter la fragilité, etc. Donc, essayer de l'orienter sur des canaux, ne pas l'affronter avec la chose, mais essayer de l'orienter. Ça pourrait l'aider à envisager, à regarder son vécu de l'intérieur et accepter sa vulnérabilité comme les autres. Annoncer le cancer, oui, il faut l'annoncer à l'enfant et à l'adolescent. Ne pas vous savez, les enfants sont très intelligents, ils sont très perspicaces. Ça veut dire ils savent s'il y a quelque chose de grave. Donc, autant essayer de trouver les bons mots, les mots nécessaires pour essayer de
de faire adhérer le patient. Maintenant, selon l'âge, il y a des façons d'annoncer la maladie à tel ou tel enfant, selon ses capacités cognitives, mentales, à comprendre ce qui se passe. Le support de la famille, il est très important. Donc, on n'annonce pas à la famille, on lui demande à elle d'annoncer à l'enfant, non. On annonce à l'enfant et à la famille. La famille peut être d'un grand soutien pour l'enfant, mais il ne faut pas s'empêcher de répondre aux questions de l'enfant. Dans un langage simple, lui laisser toujours de l'espoir. C'est très important de lui laisser de l'espoir avec des mots tout simples. Et la famille, elle est très importante pour prendre le relais par la suite. Après, la capacité de faire face, oui, l'enfant, quand il se sent soutenu, quand il se sent aimé, il supporte un peu plus que quand il est seul ou quand il voit que le monde devant lui, il s'effondre. Donc, il a besoin du soutien de la famille, qu'elle soit là, présente et forte, l'aider à exprimer ce qu'il ressent, s'il a peur, s'il pleure, etc. Ça, c'est très important de le laisser s'exprimer. C'est très difficile, oui, mais il faut le faire. On ne peut pas fuir la situation. Alors, nous continuons avec, donc ça, c'est en gros tout ce qui peut se passer donc, comme répercussions psychologiques et qu'il faudrait en tenir compte pour pas que ça soit un frein, même si c'est des éléments naturels, émotionnels, naturels. Face à ce choc, il ne faudrait pas que ça soit trop intense pour ne pas gêner la prise en charge de la personne. Alors, quels sont les processus psychiques du patient face à la maladie, c'est-à-dire quels sont les mécanismes qu'il peut utiliser face à la maladie. Donc, c'est important de déceler pour voir comment il opère de l'intérieur pour qu'on sache quoi faire de l'extérieur. Donc, il faut comprendre et décoder ces agissements pour pouvoir agir en conséquence. Nous avons parlé du déni. Donc, le déni, c'est un mécanisme que le patient utilise face à une angoisse massive. Donc, quand il y a trop d'angoisse et qu'il n'arrive pas à trouver d'autres moyens pour faire face, il fait comme si rien ne lui a été dit. Donc, le déni, il faut se mettre dans la tête qu'il est partiel et transitoire. Il peut être total aussi. Donc, il peut être total, c'est-à-dire la maladie n'existe pas, l'annonce n'existe pas. Comme il peut être partiel, c'est-à-dire que une partie de l'information donnée par le médecin n'existe pas. Il observe ou bien il écoute une partie, il la prend en considération, mais l'autre partie, il ne la prend pas en considération. C'est sa façon à lui d'intégrer une partie de l'information qu'il peut supporter. Le reste, il est mis de côté, il est dénié, il n'existe pas, ce qui lui permet de sauvegarder un tout petit peu d'équilibre face à la situation. Le patient peut utiliser la régression. Donc, on peut avoir un patient qui régresse totalement, donc ne plus avoir à assumer les événements, donc et se laisser à la charge de quelqu'un d'autre. Donc, il ne fait rien, il laisse tout, la prise en charge, les soins, tout, les décisions, etc., à quelqu'un de son entourage. Il est incapable de prendre une décision, c'est une régression totale. Partielle, elle est acceptable, mais totale, ça peut être invalidant, ça peut gêner la prise en charge. Le patient peut être dans l'évitement. Donc, il admet sa maladie, mais refuse de partager son ressenti. Donc, il évite de parler de ça, d'exprimer ses pensées sur ça, d'exprimer son ressenti ou ses sentiments qui concernent la maladie, et cela pour protéger son équilibre. Donc, pour se protéger de l'intérieur, il agit comme ça. Donc, il est là, oui, la maladie, elle est là. Par contre, il est, disons, coupé de ce qu'il ressent à l'intérieur. Il ne le partage pas pour éviter de se déséquilibrer encore plus. Il peut utiliser l'isolation, comme nous avons parlé hier. Donc, mettre l'affect de côté, refroidir l'affect. Il n'y a pas d'émotion quand il parle de sa maladie. Il est détaché quand il parle de sa maladie. Donc, pourquoi? Parce que la charge affective, elle va le déstabiliser encore plus. Donc, il préfère rester sur l'élément pensée, acte, etc. Mais il n'est pas connecté
à son vécu à lui. On peut observer aussi le retournement de l'affect, c'est-à-dire au lieu d'avoir des affects, nous attendons à de la tristesse, la peur, le désespoir, etc. Nous allons avoir le retournement, c'est-à-dire l'inverse. Nous pouvons trouver qu'il est gai, jovial, qu'il rit beaucoup, raconte beaucoup de blagues. Ça, ce n'est que défensif, c'est une défense de façade pour bloquer l'affect de tristesse parce qu'il risque aussi de se déstabiliser face à cela. Après, ces mécanismes-là sont liés à la personnalité profonde. Hein. Ce ne sont pas tous les patients qui vont utiliser tous ces mécanismes-là, mais à chaque mécanisme renvoie à une structure de personnalité qui est différente d'une personne à une autre. Donc, alors, dénier, c'est refuser. L'annonce n'existe pas. Donc, dans la tête, il ne l'accepte pas, il ne l'a pas encore intégré. Par contre, isoler l'affect, c'est que il y a une reconnaissance de la chose. Elle est acceptée. Ce qui n'est pas accepté, c'est l'affect. Ce qui n'est pas accepté, c'est l'émotion. La situation, elle est acceptée, mais l'émotion, non. Alors, la régression, c'est revenir à des stades antérieurs. Hein. D'accord? Donc, nous passons tous par des étapes pour arriver à une certaine autonomie, à une certaine indépendance. Alors, avec l'âge, etc. Et quand nous arrivons à un certain stade, nous sommes autonomes et nous faisons des choses par nous-mêmes. Par contre, quand nous régressons, nous revenons à des stades antérieurs. Pourquoi? Pour se ressaisir, pour regrouper notre énergie et pour nous concentrer sur notre maladie, sur notre corps. Je vous ai dit qu'elle soit une maladie légère ou une maladie fragilisante, grave, il y a régression, mais la nature de la régression, elle est différente. Donc, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes fatigué, vous avez une toute petite asthénie, etc., vous avez envie de rester dans votre lit et de ne pas bouger et de ne pas vous intéresser à autre chose qu'à votre repos et votre corps et manger bien et dormir bien. Ça, c'est régressif, mais c'est important. Cette régression, elle est très importante pour se ressourcer. La régression dans la maladie grave, elle est beaucoup plus importante. C'est important de régresser, de se laisser prendre, de se laisser prendre en charge par le médecin et les soignants, etc. Mais une régression totale où la personne ou le malade n'arrive même pas à prendre des décisions, ça équivaut à ne pas coopérer avec le médecin pour la prise en charge. Et ça peut toucher disons la possibilité de prise en charge et ce n'est pas bon. Parce qu'il faudrait qu'il ne régresse pas totalement pour qu'il puisse garder un tout petit peu de volonté pour la prise en charge. Donc, aller de l'avant, coopérer, collaborer, suivre les instructions, venir au rendez-vous, être attentif à ses états, parler, disons, au médecin des symptômes qu'il ressent. Donc, être là, coopératif et actif. Et quand la régression, elle est totale, ça veut dire qu'il n'est pas actif. Et ça, c'est mauvais pour la prise en charge. Donc, il ne faudra pas se laisser totalement régresser. Un tout petit peu, ça peut être accepté pour se ressaisir et se ressourcer. Le déplacement, donc, je vous ai dit tout à l'heure, quand l'entourage essaye de forcer le patient à accepter la chose et à ne pas la dénier, ce forcing-là, si le patient n'est pas prêt encore mentalement à accepter la chose, il pourrait soit trop régresser, donc s'effondrer, soit déplacer, donc déplacer le conflit. Donc au lieu de gérer sa maladie avec les soignants, avec l'hôpital, avec la prise en charge et s'engager dans cette prise en charge, il va déplacer tout son problème, il va le déplacer ailleurs. Donc au lieu de ressentir par exemple de la charge affective, la tristesse concernant sa maladie, l'annonce de la maladie, il va penser à autre chose, il va fixer autre chose et s'intéresser à la chose qui n'est pas du tout menaçante, qui n'est pas du tout problématique. Donc vous voyez qu'il s'intéresse à quelque chose qui n'a pas d'importance dans la vie, alors que sa maladie, elle est beaucoup plus grave et beaucoup plus importante.
qu'il faudrait faire, ne pas forcer aussi, c'est sa façon aussi d'éviter la charge affective qui concerne la maladie. Donc, il faudra ne pas émettre de jugement, rester attentif, laisser le temps, un petit peu de temps au patient, graduellement, parce que les processus psychiques vont changer selon l'évolution aussi de la maladie. Ils vont changer selon sa capacité à intégrer et à digérer l'information. Le temps de la digestion psychologique aussi, il est important. Il varie d'une personne à une autre. Donc, observer, rester attentif, mais aussi essayer de rassurer le patient comme quoi la situation elle est difficile, mais que petit à petit, il y a des choses à faire et qu'il faudra, qu'ils pourront s'entraider, que le médecin il est là, les soignants sont là pour aider le patient à faire face à cette maladie à travers les indications thérapeutiques. D'accord? Alors, la projection. Donc, la projection, l'angoisse, elle est projetée. Elle est projetée, c'est-à-dire, elle est projetée à l'extérieur. Donc, au lieu d'être traitée à l'intérieur, elle est projetée à l'extérieur. Donc, il est insatisfait, il est critique, il est agressif vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis de l'équipe soignante, ce qui peut être très mal accepté par cet entourage-là. Donc, il faudra comprendre que cette projection, cette agressivité, ces critiques, etc., il peut devenir un tyran vis-à-vis des soignants. Ce n'est qu'une expression d'une angoisse trop importante qu'il est en train de vivre, qu'il n'arrive pas à traiter à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il l'extériorise, et donc le problème, il est dehors, il est à l'extérieur. Les soignants ne sont pas à la hauteur, ils viennent en retard, ils ne lui donnent pas le médicament qu'il faut, ils ne sont pas sérieux, etc., etc. Ce n'est pas propre, ce n'est pas... Donc, tous ces éléments-là que vous pouvez observer chez un patient. Alors, le déplacement, je vous ai dit, l'annonce, elle est faite, elle concerne la maladie. Alors, au lieu de trouver ou de voir le patient s'intéresser au stade, aux chances, à la prise en charge, comment elle va se faire, au protocole, etc., autant que ça va prendre, au lieu de trouver le patient chercher ces éléments-là, vous pouvez le trouver, par exemple, en train d'évoquer quelque chose qui n'a rien à voir avec l'annonce qui a été faite. Donc, quelque part, c'est comme si elle n'est pas là, l'annonce. C'est comme si elle est déniée de l'appareil psychique. Par contre, elle est déplacée sur autre chose. Donc, il n'y a pas que refus de percevoir, refus d'accepter la maladie, mais elle est déplacée sur un autre problème. Donc, il peut évoquer un problème qui n'a rien à voir avec la maladie annoncée et qui n'est pas important et qui n'a pas cette importance de la maladie chronique, du cancer qui a été annoncé. Donc, ici, il a déplacé. Donc chaque personnalité, elle a sa façon, elle a sa recette et elle a ses mécanismes propres. Il faut juste observer et voir dans quelle mesure nous pouvons comprendre. Alors, dans quelle mesure nous pouvons comprendre? Alors, écoutez, le médecin lui annonce son cancer et lui, il est en train de poser le problème, par exemple, de son travail, les conflits au niveau de son travail et qu'il n'est pas satisfait. Ça, c'est un tout petit exemple. D'accord? Et le médecin lui parle de sa maladie et lui, il est en train de se placer, de faire tout un conflit au sujet, par exemple, de comportement d'une infirmière, de la prise en charge qui n'est pas bonne à l'hôpital, du manque des médicaments, etc. ou des problèmes qui se posent au niveau de la prise en charge. D'accord. C'est assez difficile, oui, je comprends tout à fait. Par exemple, il peut lui parler de quelques symptômes qu'il est en train de ressentir, qui n'ont rien à voir, et dont il fait tout un plat, par exemple. Il est en train de déplacer. Donc, essayons de voir que les manifestations observées chez un patient ne sont que le reflet, de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, chacun va entreprendre un chemin qui est complètement différent de l'autre. L'un va essayer de refroidir ses sentiments
Donc, il va essayer de s'intéresser à la chose, il va parler, poser des questions, mais il n'y a aucun sentiment qui va apparaître. L'autre va essayer d'entamer un autre conflit qui n'a rien à voir avec l'annonce qui a été faite par le médecin. Le médecin peut ne pas se retrouver, ne pas comprendre ce qui se passe. Et donc, au lieu de forcer et de dire, écoutez, nous sommes en train de parler de votre cancer, ne me parlez pas de votre angine, il serait intéressant de laisser la personne parler de la chose et lui donner un autre rendez-vous, par exemple, pour essayer de reparler de la chose, de la situation. Lui laisser quelques jours. Les choses peuvent se tasser parce qu'il y a un choc et le choc peut donner accès à telle ou telle réaction de la part du patient. Un autre médecin, un autre patient va être complètement agressif vis-à-vis du médecin, est très critique. Un autre va se laisser complètement effondrer et complètement prendre en charge par quelqu'un. Il est impossible pour lui de prendre une décision. C'est un membre de la famille qui prend la décision. Donc, il se laisse aller, il ne mange pas, il ne se lave pas, il devient très dépendant comme un enfant. Et donc, tout cela devrait être observé, par exemple, et essayer de comprendre que ça, c'est sa façon à lui de faire face à ce choc. Et que laisser le temps à la personne, au patient, de digérer tout ça, lui donner un autre rendez-vous la semaine prochaine, et ainsi de suite dans ce processus d'annonce qui prend du temps, selon la personne, mais selon aussi la relation qui a été installée avec le médecin. Elle est très importante. Quand la relation avec le médecin, elle est positive, elle est rassurante, elle est empathique, il sent qu'il est écouté, il sent qu'il est compris, il sent qu'il est soutenu, que le médecin il est là pour l'aider à faire face à la maladie, à entamer un protocole thérapeutique, etc., ça va le renforcer. Ça va lui donner des éléments positifs sur lesquels il peut s'appuyer face à ce choc. Alors, l'évitement, c'est éviter d'en parler. D'accord? Éviter d'aller au-delà de la simple réalité de la chose. Donc, juste. Parler juste. Par contre, quand on a de l'isolation, vous sentez qu'il est froid. Celui-là, le premier, vous sentez qu'il évite, qu'il veut pas. Mais qu'il y a quelque chose, il ne veut pas en parler de son affect, mais l'affect, il est là, qu'il est triste, mais qu'il ne veut pas le montrer. Par exemple, qu'il ne veut pas en parler, mais qu'il est triste. Par contre, dans l'isolation, il y a un refroidissement. Vous sentez que c'est une personne froide. On dirait qu'elle ne ressent rien. Par contre, le ressenti, il est là. Par contre, il est isolé, il est mis de côté. Dans l'évitement, la personne ne veut pas entamer sur ça, ne veut pas le montrer pour pas qu'elle s'effondre et pour pas qu'elle puisse se déstabiliser. D'accord? Alors, cela concerne les mécanismes que nous pouvons observer chez le patient. Ça vous rappelle le slide donc, que nous avons vu hier concernant les mécanismes du soignant. Donc, vous voyez qu'il partage l'isolation. Donc, il partage l'isolation et il y a des mécanismes propres aux soignants. Donc, il va cliver, il va techniquer. Donc, il ne s'intéresse pas au côté humain de la personne, du malade, etc. Il ne va pas réfléchir à quelque chose qui va le déstabiliser. Il peut penser qu'il sait tout ce qui est bon pour le patient et qu'il n'a pas besoin de l'écouter ou de lui poser des questions. Ou bien, il pourrait avoir un discours très froid avec le patient sur tout ce qui est technique, sur tout ce qui est scientifique, mais sans lui donner la possibilité d'exprimer ses émotions. Donc voilà par rapport à tout ce qui concerne les répercussions psychologiques ou qu'est-ce qui se passe après l'annonce d'un cancer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le mourant? Donc le mourant, même s'il est mourant, il a besoin d'être accompagné. Parler de la mort, c'est tabou. Envisager la mort et rester proche de quelqu'un qui va mourir, c'est très difficile. Ici intervient la solidité psychologique du soignant. Donc, il y a ceux qui sont capables d'être là et d'accompagner et d'aider et gardent leur équilibre. Il y a ceux que quand ils font ça, quand ils sont très proches des mourants, ils se déstabilisent.
Après, et chacun il compose avec ce qu'il est. Hein. Il n'est pas nécessaire de se voir trop puissant, trop fort et invincible. Il faudra être connecté à ce qu'on est à l'intérieur pour pouvoir aider le malade. Sinon, personne ne pourra l'aider. Bien au contraire, le soignant pourrait en souffrir. D'accord? Donc, c'est quoi cet accompagnement? Donc, il faut savoir que quand la personne elle est en fin de vie, elle n'est pas morte. Et l'accompagnement, ce n'est pas l'accompagnement à la mort, mais c'est l'accompagnement en fin de vie. C'est-à-dire que cette phase-là, elle est importante. Les derniers moments de la vie de la personne, elles sont importantes et qu'il faudra essayer de les rendre les plus confortables possibles pour cette personne-là. Kubler-Ross, donc c'est une psychiatre, Elisabeth Kubler-Ross, c'est une psychiatre qui a répertorié les stades par lesquels passe un mourant. Donc, ces stades-là ne sont pas figés parce qu'ils sont liés à la personnalité du patient. Donc, ils sont beaucoup plus détaillés que les phases d'acceptation de la maladie ou le deuil de la santé que j'ai cité plus haut. Elle est dans le détail, elle explique de façon très détaillée, moi je vous donne juste le résumé des phases un petit peu, pour dire, parce qu'elle a beaucoup accompagné les malades, les personnes en fin de vie, et donc elle a pu observer le cheminement psychologique chez telle ou telle personne. Et donc, ces stades ne sont pas figés parce que la personnalité, elle intervient. Alors, qu'elle soit forte, une personnalité forte, avec de bonnes bases, de bonnes ressources, de bonnes défenses, une bonne image de soi, c'est différent d'une personnalité fragile qui n'a pas confiance en elle-même et qui a un rapport, disons, un équilibre très, très fragile et très précaire. Alors, la première phase, c'est le déni. Donc, une personne qui sait qu'elle va mourir, qu'elle est condamnée, que son cancer qu'elle n'est pas en stade de rémission, au contraire, qu'elle est en stade final, par exemple, et qu'on lui a annoncé que le cancer ne guérit plus et qu'il faudra se préparer, va passer par le déni de sa mort imminente. Et donc, pourquoi? Parce que l'angoisse, elle est destructrice jusqu'au moment où elle se soigne, elle se prend en charge, se laisse prendre en charge, et il y a un petit espoir. Elle fait quelque chose pour guérir. Elle suit un protocole thérapeutique pour aller mieux. Donc, il y a un tout petit espoir auquel elle s'attache. Par contre, quand l'annonce qu'elle est condamnée et qu'elle est en fin de vie, l'angoisse, elle est destructrice. Donc, elle est tellement destructrice, l'angoisse, donc que la personne va dénier, donc elle ne va pas accepter cette annonce-là, d'une part, soit pour elle, parce qu'elle n'arrive pas à l'accepter, soit pour protéger ses proches. Parce que la personne, quand elle est en fin de vie, elle ne pense pas qu'à elle-même. Il y a beaucoup de choses, de peur, d'angoisse qui sont là dans sa tête. Après le déni, donc c'est la révolte contre tout le monde, contre l'entourage, et surtout contre les soignants, parce qu'en fin de vie, généralement, ils sont à l'hôpital. Et donc, contre les soignants, elle peut déverser toute sa colère et son agressivité. Elle peut passer aussi, après la révolte, c'est le marchandage. Comment inverser la situation et ne pas mourir? Donc, la personne pourrait, par exemple, s'engager dans le suivi régulier de ses médications, de ses rendez-vous, juste pour bénéficier d'un sursis dans la vie. Elle pourrait, par exemple, commencer à suivre le côté religieux et s'engager dans la religiosité juste pour qu'elle ait un sursis dans la vie. Et elle s'attend, ce marchandage, ça veut dire quoi? Elle s'attend qu'il y ait un retour positif et qu'il puisse la faire sortir de cette situation. Elle pourrait s'engager, par exemple, dans l'aide à la recherche sur le cancer et donner son argent pour la recherche de son cancer pour qu'elle soit apaisée, qu'elle soit sauvée, par exemple. Donc, tous les éléments que peut utiliser la personne pour essayer d'inverser la situation. Parce que la colère,
Le déni, il a duré une toute petite phase, il permet pas l'adaptation. Donc, il n'est pas positif, il n'est pas opérant. La révolte aussi, jusqu'à quand elle va rester persécutrice et agressive vis-à-vis des autres. Le marchandage, c'est une phase. Donc, comment je vais arriver à sortir de cette situation? Peut-être qu'il y aura un miracle, peut-être que j'aurai un petit sursis. Alors, le côté religieux, là, c'est vrai que dans notre religion et dans toutes les religions, on parle de ce côté-là que tout le monde peut mourir. Mais dans la réalité des choses, dans les faits psychiques, notre mort, elle est refoulée. Ça veut dire que quand elle est annoncée par le médecin, on n'a plus ce refoulement protecteur. Parce qu'on le dit avec notre raison, mais pas avec le ressenti. Parce qu'avec le ressenti, nous ne pouvons pas envisager notre mort. Ça veut dire que quand le médecin va nous l'annoncer, nous allons être déstabilisés par cette prise de conscience de cette réalité qui est imminente. Alors, ce n'est pas parce que votre patient, il est musulman, que le médecin va lui dire que tu vas l'aider à accepter. Alors, il faudra que ce côté-là émerge de chez le patient lui-même, sinon ça sera du forcing. Sinon, ça sera la propre projection du soignant. Je vais y revenir plus tard. Le processus du deuil, il est particulier et personnel d'une personne à une autre. D'accord? Donc, le processus, il ne faudrait pas le forcer avec nos propres projections et nos propres pensées. C'est vrai que la facilité actuellement que nous voyons, c'est que tout le monde dit la même chose. انت مؤمن تاقي ربي هذا مقدر من عند ربي كاع الناس بنموتوا وهذا مرض ابتلاء من عند الله كيفاش انت ما راكش راح تقبل الابتلاء تاع ربي. Qu'est-ce qu'il va faire le patient? Il va culpabiliser, il va se taire, il va plus parler, il va plus laisser libre cours à ses émotions et à son ressenti. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons forcé le patient à arriver à une phase de façon accélérée, alors que nous devions lui laisser le temps nécessaire pour qu'il puisse graduellement arriver à cette phase tout seul. Parce que quand nous disons c'est la résignation et l'acceptation. C'est la dernière phase. Alors que nous n'y avons pas laissé le pauvre le temps d'expérimenter tous ces affects-là et d'y aller avec ses propres processus, avec son temps à lui, son temps TX. Et nous avons accéléré le processus. Et ça, ce n'est pas bon. D'accord? Vous lui direz pas que ce n'est pas guérissable. Vous lui direz que, par exemple, quand pour les professionnels parleront mieux que moi les médecins parleront mieux que moi des stades du cancer, etc. Et c'est tout à fait normal de dire à un patient, il y a métastase, le chimiothérapeutique que nous avons suivi, il n'a pas donné les résultats escomptés, et donc nous avons un problème. Il y a un problème actuellement. Il vous dira, je vais mourir. Nous avons tout essayé, vous ne n'allez pas lui dire, vous allez mourir. Nous avons tout essayé et le traitement que nous avons envisagé ne donne pas les résultats. D'accord? Donc, c'est important de préparer à cela. Maintenant, quand la personne elle est mourante, elle sait qu'elle est mourante. Elle peut rentrer, par exemple, dans une phase de perte de ses capacités physiques, parfois de ses capacités intellectuelles. Donc, elle le sait. Au lieu de parler de la mort en tant que telle, nous allons accompagner la personne dans ce processus-là. Le deuil, c'est accepter de perdre quelque chose. Le deuil de la perte de quelqu'un, qu'elle n'est plus là, elle était là, elle n'est plus là. Je vais vivre sans cette personne-là. Et il y a tout le processus du deuil que j'ai explicité plus haut. Donc, le deuil de la perte de quelqu'un, le deuil de la santé, etc. C'est ça le deuil. Le deuil, c'est le sentiment que nous éprouvons quand nous perdons quelqu'un ou quelque chose. Perdre quelqu'un ou perdre notre santé, par exemple.
D'accord. Donc, nous continuons. Donc, après le marchandage, il y a le repli, donc, et le désinvestissement des autres. Cette tristesse, c'est lié au désespoir, à la perte, à la souffrance liée à cette perte-là. Et donc, le désinvestissement des autres, c'est-à-dire la personne, elle va se replier sur elle-même, elle va s'intéresser qu'à elle-même et elle ne va pas s'intéresser aux autres. Par la suite, c'est la tristesse. Et donc, elle est triste, elle pleure, il y a beaucoup d'émotions. Donc, nous voyons le cheminement, comment il change. Du déni jusqu'à la colère qui est projetée à l'extérieur, jusqu'aux négociations et marchandages, etc. Maintenant, elle est sur un traitement plus normal de son émotion. Elle est triste, elle pleure et ça l'apaise. Et c'est tant mieux pour elle. Par la suite, c'est la phase d'acceptation. Ici, l'acceptation, selon les cultures et selon les religions, elle change. Donc, chez nous, oui, c'est l'acceptation de la mort, qu'elle est condamnée et qu'elle accepte. Elle est réaliste. Par moments, elle lutte, elle refuse parce que c'est humain de lutter. Et par moments, elle est plus résignée, elle est plus sereine dans ses rapports. Elle est plus dans le relationnel avec son entourage et elle est plus lucide, etc., etc. Donc voilà, en quelques minutes, ce que Kubler-Ross donc avait répertorié comme phase psychologique ou l'évolution psychologique concernant les personnes en fin de vie, donc les personnes qui sont condamnées, qui savent qu'elles sont, que la maladie n'est pas en bonne évolution ou au contraire, elles ne sont pas, elle est en phase, disons, terminale. Donc, généralement, bien sûr, les soignants évitent cette information-là, donc elles laissent la charge à la famille, donc ils leur disent, prenez-le à la maison ou t'Allah fait. Voilà ce qui se passe actuellement. Et c'est beaucoup plus grave et c'est beaucoup plus dramatique que d'annoncer que le schéma thérapeutique n'a pas fonctionné et que c'est difficile de la soulager, par exemple, de ses problèmes, de son problème, de sa maladie et de sa douleur. Ça bloque. Alors, quels sont les besoins psychologiques du mourant? La personnalité qui est en fin de vie, elle a des besoins aussi. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas encore morte. Donc, si elle n'est pas encore morte, elle a encore des besoins. Et elle va, dans ce processus-là, faire le deuil de son immortalité, donc accepter la réalité de son immortalité, que son corps ne fonctionne plus comme avant et que qu'elle est condamnée. Donc, il y a une angoisse de mort, donc qui accentue les besoins habituels. Donc, nous pouvons voir tous les sentiments que nous avons vus plus haut, le désespoir, l'injustice, le détachement, l'abandon, etc., etc., avec un désir de vivre de temps en temps. Elle s'accroche, elle lutte. Donc, c'est des sentiments contradictoires qui viennent comme pour révéler que l'angoisse de mort, elle est là, elle agit à l'intérieur. Le mourant, même s'il s'isole, il a besoin de plus de présence. Au fond de lui, il a besoin de plus de présence. Il a besoin d'être écouté. Et être écouté, ça lui permet de s'accrocher et de garder quelque chose de positif. Donc, voilà, de garder quelque chose de positif. Il fait plusieurs deuils, donc le deuil de son immortalité, le deuil de son corps qui est fort, le deuil des relations aux autres qui sont inversées. La maman, quand elle est malade, elle va se laisser prendre en charge par sa fille qui va la laver, qui va lui faire l'hygiène du corps, etc. C'est un inversement, c'est une inversion des relations qui existaient auparavant. Et c'est un deuil du temps. Donc, quand nous sommes jeunes, que nous sommes en bonne santé, nous envisageons le temps devant nous. Donc, nous avons tout le temps qu'il faut. Par contre, quand une personne est très malade et qu'elle est en fin de vie, elle sait que c'est une inversion, l'inversion du temps. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Donc, ça, c'est les besoins psychologiques qu'il faut en tenir compte. En tenir compte, ça veut dire les prendre en considération et les écouter. Alors,
nous avons parlé de la régression. Parfois, chez le mourant, nous pouvons voir, par exemple, un transfert massif. Donc, le patient s'accroche à quelqu'un de façon très, très intense. Parfois, ce quelqu'un, qui peut être de la famille, qui peut être un soignant, peut avoir très peur de cette relation très, très intense de la part du mourant, parce qu'on avait dit que ça lui rappelle sa propre mort, et donc c'est angoissant. Mais il faut comprendre que c'est un transfert, et un transfert, ça maintient à la vie, c'est un mouvement de vie. Donc il faut juste comprendre, pas forcément aller dans le sens de la relation, rester dans cette proximité importante, il faut se protéger. Donc juste ce qu'il faut comme relation, ni trop proche, ni trop éloigné. Il faudrait comprendre qu'il y a beaucoup de peur. Il y a le patient, le mourant, il a peur de perdre le contrôle parce qu'il c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Il a peur pour ses proches, leur devenir. Il a peur il a peur des autres, de la peur des autres. Pourquoi tout le monde a peur de moi? Il m'évite. Il a peur de l'isolement et de la solitude. Il a peur de l'inconnu. Le non-sens de sa vie, le mourant, il va faire le bilan de sa vie. Et voir ce qui s'est passé, et ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait pourrait être très, très, lui faire beaucoup, très peur. Et donc, ça pourrait, tous ces éléments-là mélangés dans sa tête peuvent accentuer son angoisse. Donc, ce serait important d'écouter ce qu'il pense et ce qu'il ressent. C'est quoi cet accompagnement? C'est aller avec quelqu'un pour l'accompagner à faire quelque chose, pour aller vers quelque chose. Le malade va vers sa mort, donc ce qui implique la mise en place d'un traitement, mais aussi tu donnes d'une prise en charge ou d'un accompagnement, disons relationnel, important. Alors, c'est quoi cet accompagnement? Donc, la parole est importante, elle est très importante dans cet accompagnement. Donc, il y a tous les soins médicaux, mais il y a aussi l'écoute active. Il faut l'écouter, il a besoin de parler de sa propre angoisse. Il faut observer ses défenses, c'est quoi le sens de la mort et de la vie pour lui, mais pour soi aussi. Donc, l'écoute active, écouter le patient, mais aussi le soignant, il s'écoute lui-même pour qu'il puisse comprendre pourquoi il agit comme ça avec le patient et qu'il puisse réfléchir comment l'aider. Il doit être empathique, donc s'identifier et se mettre à sa place pour comprendre ce qu'il peut ressentir. Il doit écouter sans juger et la bonne distance. Donc, ne pas se confondre avec le malade. Hein. Le malade, c'est lui qui est mourant. Le soignant, il est là pour lui offrir du temps, mais non une présence constante pour se protéger. Parce que trop de temps et trop de présence peut épuiser le soignant. Je vais y revenir plus tard. Il faut essayer de contrôler la douleur, mais aussi offrir un support psychologique à travers, bien sûr, le psychologue ou la prise en charge qui est très importante. N'oublions pas la phrase de Balint, le meilleur soin est de se prescrire soi-même, donc le médecin, médicament. Donc un médecin qui est là, qui est présent, qui écoute, qui ne juge pas, qui explique, qui accompagne, qui comprend, etc. C'est quelque chose qui va aider dans cet accompagnement. L'accompagnement des familles est important. La relation à la famille du mourant, donc elle est importante. Il faudra faire participer la famille dans les soins, etc. Et proposer un suivi psychologique à la famille si c'est nécessaire pour les accompagner dans ce travail de deuil qu'ils sont en train d'entamer. Les soignants aussi ont besoin d'être accompagnés. Ils sont confrontés à la mort des patients de manière récurrente. Donc, s'ils se sentent incapables de guérir, mais aussi incapables d'atténuer la détresse du patient, ils vont souffrir. Donc, le burn-out, très connu dans les milieux de fin de vie, les soins palliatifs et en réa, etc. Et donc, chez les plus vulnérables, il y a nécessité de les prendre en charge et de faire le suivi. Donc, la prise en charge des malades en fin de vie, donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait essayer d'aller juste sur le nécessaire, donc la médication nécessaire, prendre en considération les symptômes tels que nausées, douleurs, insomnie, beaucoup d'hydratation, donc écouter attentivement le malade, respecter sa personne, veiller à la qualité de sa vie, de bonnes relations avec sa famille qui participe au protocole sanitaire. Donc cela concerne le malade en fin de vie ou bien le mourant. Qu'est-ce qui est nécessaire à prendre en considération chez lui? Voilà, j'arrive au terme de ce cours. Si vous avez
Des questions par rapport à cela, allez-y, je vous écoute. Nous avons quelques minutes pour y répondre. Oui, je vais les envoyer à votre délégué au cours du week-end. Donc, au cours du week-end, vous allez avoir les deux cours d'hier et d'aujourd'hui. Si vous avez des questions par rapport au processus psychologique, c'est très compliqué, je sais, de parler des mécanismes de défense. Mais moi, pour moi, l'objectif, c'est de vous sensibiliser à l'aspect psychologique, donc l'intégrer dans le soin technique. C'est très important. Pourquoi? Parce que actuellement, nous nous situons dans la vision biopsychosociale, et donc c'est très important d'ajouter à la prise en charge médicale, d'ajouter une bonne relation au patient qui peut que l'aider et le renforcer. Hein. Comment on peut réviser? J'ai pas compris votre question. Comment ça, comment on peut réviser? Chacun, il révise avec ses méthodes et ses moyens et sa capacité. Je ne peux pas vous dire comment réviser. Donc, chacun connaît sa façon de réviser et sa façon de retenir les cours et les informations. D'autres questions concernant nos deux cours, donc relations soignants-soignés, groupe Balint, l'annonce de la maladie. Ben, apprenez quand vous avez l'habitude d'apprendre, monsieur ou madame, je ne sais pas. Dans ce que nous appelons les stratégies métacognitives, chacun de nous, il a une méthode d'apprendre. Vous apprenez l'anatomie quand vous apprenez l'infection, quand vous pouvez apprendre la psycho. C'est une autre matière, c'est un ensemble d'informations. La méthode que vous avez l'habitude d'utiliser pour mieux retenir, utilisez-la pour telle ou telle ou telle matière. Je ne comprends toujours pas votre question. C'est quoi le plus important à retenir pour vous? Chacun retient ce qui lui semble important. Moi, je vous ai donné des cours concernant la relation soignant-soigné, le groupe Balint, et l'annonce de la maladie, les processus psychologiques par lesquels passe le patient dans le travail du deuil, et les mécanismes de défense observés chez le patient quand il est malade, et les mécanismes de défense observés chez les soignants quand il est malade. À vous de voir qu'est-ce qui retient votre attention. Comment l'accompagnant peut éviter l'attachement du malade avec lui? C'est comprendre. Essayez de comprendre. Ne pas éviter l'attachement. Si c'est important pour lui, c'est tant mieux pour lui. Après, c'est pas à vous de vous attacher au patient. Vous devez, ou bien le soignant, ce qui est important pour le soignant dans la relation soignant-soigné, c'est d'être là, c'est d'être présent, c'est d'être compréhensif, c'est d'être à l'écoute, c'est d'être empathique, etc. Après, le patient, s'il s'attache à vous, c'est important pour lui, ça le maintient à la vie, ça lui donne de la force et de la vie, c'est tant mieux pour lui. Mais c'est le soignant, de son côté, devrait accorder une présence plus rassurante, mais pas dans la durée, parce qu'il a d'autres patients, il a des obligations, il devrait maintenir sa concentration et sa pensée, et donc il ne devrait pas être dans cet engrenage affectif qui risque de l'épuiser. Voilà, nous arrivons au terme de notre cours. Je vous remercie pour votre présence et vos questions. Donc, à la semaine prochaine. Il y aura des QCM en psychologie médicale. Vous aurez des QCM. D'accord? Voilà, donc je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end. À la semaine prochaine. Au revoir.